Comme tout système, la blockchain a ses limites. En termes de vulnérabilité, il y en a peu. Je vous présente les deux plus connus qui ont été résolus par les réseaux blockchain les plus importants. La première, c'est la double dépense. Alors, l'attaque consiste pour un payeur à envoyer deux dépenses simultanément avec les mêmes tokens. Pour que certains ordinateurs du réseau en enregistrent une et que les autres en enregistrent une différente. On se retrouve alors avec un réseau en deux parties. Une partie des ordinateurs pour laquelle le paiement est envoyé à Paul et une autre partie pour laquelle le paiement est envoyé à Jacques. Ça permet à celui qui lance la fraude de payer deux fois avec les mêmes tokens. On se retrouve alors avec un réseau divisé en deux, dont les deux parties ont un enregistrement différent. Comme on a pu le voir précédemment, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. La blockchain ne peut pas fonctionner comme ça car tout le monde doit avoir exactement les mêmes données. Bitcoin, par exemple, a résolu le problème en tirant au sort une des deux versions du bloc. La blockchain automatiquement en tire une au sort et l'élimine. Elle met ensuite à jour les ordinateurs dont le bloc a été supprimé. Alors le temps de la réaction peut être un peu long. Des fois, on se retrouve avec une double blockchain pendant une demi-heure avant que la suppression ne s'opère. C'est pour ça qu'il est conseillé d'attendre le minage de 6 blocs avant que le paiement via la blockchain soit validé. Alors l'attaque des 51%, c'est la deuxième. Cette attaque, elle est possible si une seule personne possède plus de la moitié des ordinateurs qui ont une copie de la base de données. Si c'est le cas, cette personne est majoritaire. Et comme la blockchain considère qu'en cas de litige, c'est la majorité qui a raison, le fraudeur prend le contrôle. Mais ce type d'attaque, aujourd'hui, n'inquiète plus les grands réseaux blockchain car leur taille est tellement gigantesque qu'il est peu probable que quelqu'un parvienne à posséder plus de la moitié de la puissance de calcul. Pour l'anecdote, j'ai lu quelque part, alors sans toutefois vérifier si l'information était fiable, j'ai pas pu, que si Google, qui possède une des plus grosses puissances de calcul du monde, si Google décidait de la dédier uniquement à miner du Bitcoin, il ne posséderait que 2% de la puissance de calcul totale. C'est dire si c'est énorme. Ça montre bien que pour un réseau blockchain, eh bien, l'union fait la force. L'autre faiblesse principale, c'est la consommation électrique d'un réseau blockchain. Alors sur cette slide, je présente les chiffres de 2019 et on voit que le minage de Bitcoin s'élevait alors à 143 TWh par an, soit plus que la consommation électrique d'un pays comme la Norvège, ce qui paraît gigantesque. Alors apparemment, la consommation a baissé, elle est de 134 TWh en 2021, alors que le nombre de Bitcoin, enfin le nombre de blockchains augmente. Alors ces chiffres sont cependant à relativiser, car il est très compliqué de calculer la consommation électrique d'un réseau décentralisé, partout au niveau mondial. Selon qu'on écoute les pros et les anti-Bitcoin, les chiffres avancés vont de 1 à 10. Voilà. La consommation, en plus, à partir de maintenant, va mécaniquement baisser, car le nombre de Bitcoin donnés en récompense aux mineurs diminue avec le temps. Elle est divisée par deux tous les 4 ans. Au début, un mineur était récompensé de 50 bitcoins en 2009. Puis c'est passé à 25 bitcoins en 2013, puis à 12,5 en 2017, et là, depuis 2021, c'est passé à 6,25, comme on a vu. Alors dès le début, en janvier 2009, le code du Bitcoin a prévu de faire plafonner la quantité totale de tokens qui seront émis à 21 millions.
Et ça, ce sera pour maintenir la valeur de la monnaie, de la crypto-monnaie, grâce à la notion de rareté, hein, comme le marché de l'or finalement. Euh, de plus, alors, il y a de plus en plus d'initiatives de fermes de minage surpuissantes qui sont alimentées par des énergies renouvelables. Au Texas, par exemple, il y a un gros projet comme ça. On peut parler aussi de la Chine, qu'on voit ici en premier. En termes de consommation, la Chine a interdit le minage de Bitcoin en 2021, car c'était un moyen de financement des mouvements contestataires. Ça, la Chine, elle n'aime pas trop. La technique a aussi beaucoup évolué. Au début, les mineurs utilisaient des PC domestiques, des PC personnels, quoi. Euh, Puis on s'est rendu compte que les cartes graphiques qui servent à traiter de la vidéo, de l'image ou de la 3D, de la 3D étaient très efficaces pour chercher le hash. Donc, des ordinateurs sur lesquels on peut brancher 6 à 8 cartes graphiques en même temps étaient créés. On appelle ça des rigs, RIG. Ça veut dire foreuse en anglais. Et ces rigs sont tellement énergivores que c'est à cause de ces machines que le réseau Bitcoin consomme tant. Alors aujourd'hui, pour les remplacer, des ASIC ont été développés pour miner. Alors, ASIC, c'est ASIC, ça signifie Application Specific Integrated Circuit. Alors ce sont des processeurs complètement conçus pour une tâche précise. Alors, il n'y a pas que dans le Bitcoin que ça existe, hein, là, pour toutes les industries. Mais ils sont beaucoup plus sobres. La marque Intel va d'ailleurs sortir un nouveau modèle capable de calculer 580 gigahash par seconde, donc 580 milliards de hash par seconde. Donc c'est assez considérable. En se renouvelant, le parc de machines va devenir de plus en plus sobre. Une autre limite que celle de la consommation, une autre limite de la blockchain, c'est sa performance sociale, je dirais. Si on sort du cadre des crypto-monnaies, quand on utilise cette technologie pour autre chose, elle permet d'automatiser les processus. Donc, aura-t-elle un coût social en mettant certaines parties de la population au chômage? Point d'interrogation. Pour l'instant, personne ne le sait vraiment. Et une dernière limite de la blockchain, c'est enfin, que j'ai relevé et que je vais vous présenter, c'est son inaccessibilité intellectuelle. Si on n'est pas expert du sujet, il est très compliqué d'y comprendre quelque chose. Alors peut-être qu'elle pourrait servir des tas de gens, mais que ces personnes ne s'en doutent même pas. Pour l'instant, cette technologie, elle est surtout utilisée par la finance. Mais c'est en train de changer, on va voir. Alors pour illustrer ces dernières idées, on va voir quelques applications concrètes de la blockchain. Alors il faut d'abord faire la distinction entre blockchain publique et blockchain privée. Alors on l'a vu, l'intérêt de la blockchain, c'est la multiplicité des participants au réseau. Mais certaines entreprises privées ont tenté des expériences en fermant leur blockchain à quelques utilisateurs autorisés. Alors, la blockchain publique, comme on peut le lire ici, donc elle est ouverte à tous. Tout le monde peut avoir une copie de la blockchain. Tout le monde peut y enregistrer de nouvelles données. Tout le monde peut participer librement au processus d'approbation. Tout le monde peut miner. Il suffit de s'équiper tout simplement. Euh, Alors qu'une blockchain privée, elle est uniquement accessible à certains utilisateurs. Donc les droits sont restreints à des acteurs spécifiques. Donc seulement quelques personnes peuvent approuver des transactions, seulement quelques personnes peuvent réaliser ces transactions et seulement quelques personnes peuvent consulter ces transactions. Or, l'intérêt d'une blockchain, on l'a vu, hein, c'est d'avoir de nombreux utilisateurs. Une blockchain privée, ça se rapproche d'une base de données centralisée finalement. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'avenir de la blockchain. Alors, un des usages qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le NFT. Alors, j'ai choisi le GIF de ce cochon tirelire.
car c'est la parodie d'un gif très connu avec un chat qui a un corps de biscuit, hein, qui s'appelle le Nyan Cat, N-Y-K-N, 4 pour chat en anglais, C-A-T. Ce Nyan Cat, il a été tokenisé, il a été vendu 580 000 dollars. La belle affaire. Donc NFT signifie Non-Fungible Token, un jeton non fongible en français. Pour être clair, quelque chose qui est fongible n'est pas unique. Il peut être échangé contre un produit identique. Un kilo de riz, par exemple, est fongible, car on achète un paquet ou un autre, au final, on acquiert la même chose, quoi. Un CD, c'est pareil, c'est produit à des millions d'exemplaires, ou à des centaines de milliers. Qu'on en ait un ou un autre, au final, le CD vous fournit le même service, vous apporte la même œuvre à l'intérieur. En revanche, une maison est unique. On ne peut pas l'échanger contre une autre et avoir un bien similaire. Une œuvre d'art aussi, elle est unique par essence. Alors un token, pour la loi, c'est un actif numérique. Alors un actif, c'est un bien qui possède une valeur. Quand on parle des actifs d'une personne, il s'agit des biens de valeur qu'elle possède. Une maison, des actions, une assurance vie, une œuvre d'art, etc. Quand on parle de passif, il s'agit de la dette d'une personne ou d'une entreprise. Bref, tout ce qui est immatériel peut être tokenisé pour être rendu unique et du coup prendre de la valeur. Il suffit de l'inscrire dans une blockchain pour que l'objet ou le bien immatériel il soit archivé, numéroté et que soit indiqué que ce numéro vous appartient. Le GIF Nyan4, un contrat de mariage ou un droit de vote peuvent être tokenisés. Attention en revanche, il y a deux types de jetons, deux sortes de tokens. Il y a ceux qui servent à récompenser les mineurs, comme les bitcoins pour la blockchain, enfin la bitcoin pour la blockchain Bitcoin, pardon, ou les Ethers pour la blockchain Ethereum. Ils sont indispensables au fonctionnement de ces blockchains. Ceux-là, ce sont des jetons fongibles, parce que vous recevez un bitcoin ou un autre, peu importe, c'est comme un billet de banque finalement. Les autres jetons, les jetons non fongibles, sont ceux créés pour être archivés dans les données d'un bloc, d'une blockchain, comme les NFT, dans le but d'être échangés contre des services ou d'argent. Un type de propriété, un droit de vote dans une entreprise, une part de levée de fonds d'une start-up, le billet d'un spectacle, tout ça, ce sont des biens qui peuvent être tokenisés et qui peuvent prendre de la valeur. En somme, un NFT, c'est ni plus ni moins qu'un titre de propriété. Sauf qu'ils ne sont pas conservés chez un notaire ou à la SACEM pour les droits d'auteur, par exemple, mais dans une blockchain. Alors, les smart contracts. Smart contract, c'est aussi un terme qui revient souvent et qui semble, comme ça, issu du monde de la blockchain. Donc, c'est à juste titre, hein, car ils sont devenus un des nouveaux piliers. Alors, ça a été inventé par la blockchain Ethereum. Les smart contracts sont des lignes de code informatique inscrits dans la blockchain, au même titre que les transactions financières sont enregistrées dans la blockchain Bitcoin, par exemple. Alors, on peut traduire le terme en français par contrat à exécution automatique. L'idée, c'est d'inscrire dans le marbre de la blockchain des conditions négociées pour les exécuter quand la situation se présente. Alors, pour être plus clair, on va prendre un exemple, l'exemple de l'assurance voyage Fitzi d'AXA. Je vais vous mettre le site. Voilà, si vous voulez le consulter, vous avez le lien. Alors, elle a été proposée par l'assureur AXA, donc, entre 2017 et 2019. Puis elle a été abandonnée à cause d'un maigre succès, quoi. Alors Fitzy proposait simplement
à ses souscripteurs une indemnisation en cas du retard d'un vol de 2 heures ou plus. C'est tout. Alors, le code informatique inscrit dans la blockchain était relié, enfin, allait consulter le planning des compagnies aériennes. Et si l'heure d'arrivée réelle, donc publiée à l'arrivée de l'avion, était supérieure de 2 heures ou plus à l'heure d'arrivée prévue sur le billet, alors un virement bancaire était automatiquement déclenché sur le compte du souscripteur de l'assurance, sans avoir à faire de démarche, qui peut être longue et pénible dans ce genre de cas, sans avoir à récolter les justificatifs de la compagnie aérienne. Voilà, une tâche qui peut être très laborieuse pour ceux qui connaissent. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est pas le contrat d'AXA, c'est bien le déclenchement automatique et instantané, sans que personne n'intervienne. Le smart contract, c'est vraiment une invention qui va permettre à la blockchain de s'émanciper des crypto-monnaies. Parce que ce déclenchement automatique et instantané, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Il reste juste à inventer les usages. On pourrait aussi imaginer des assurances automobiles qui factureraient au kilomètre et qui pourraient fonctionner avec des voitures connectées. Si votre voiture reste une semaine sans rouler, vous ne payez rien. Maintenant qu'on comprend ce que c'est qu'un smart contract, on peut se pencher sur la DAO. Alors la DAO, c'est une organisation qui s'appuie sur la technologie du smart contract. DAO, ça signifie Decentralized Autonomous Organization, une organisation autonome décentralisée. Alors entendons-nous d'abord sur ce qu'est une organisation. Une organisation, c'est un groupement, un rassemblement, une association de plusieurs personnes qui ont un but commun. Alors une entreprise, une asso à but non lucratif, un syndicat, une administration publique ou internationale, tout ça, ce sont des organisations. Une DAO, c'est une organisation automatisée. L'idée de la DAO est de définir dans une blockchain le but de l'organisation, les règles de gouvernance, la distribution des parts en tokens, comme le seraient les actions pour une entreprise, et donc le droit de vote. C'est probablement une des formes que prendront certaines entreprises à moyen terme, car les DAO sont publiques et transparentes, tout le monde peut consulter les statuts. Une fois les règles fixées, elles ne peuvent que respecter leurs engagements. Elles ne peuvent pas être arrêtées ou fermées par l'ordre arbitraire d'une seule personne. Et par défaut, elles sont internationales. Donc encore une fois, par tout ça, elles apportent de la confiance. Alors pour illustrer, j'ai mis quelques liens. Par exemple, le DeepDAO, c'est un site qui répertorie, alors je ne sais pas si toutes les DAO, mais en tout cas beaucoup. Alors, vous pouvez vous amuser à aller voir, ça charge un petit peu. Voilà, vous en avez une au hasard. Alors c'est beaucoup de DAO ont été créés par le monde de la finance décentralisée, hein, la DeFi, Decentralized Finance. Mais il y en a d'autres qui correspondent à autre chose. On va essayer d'en trouver une avec un nom évocateur. Euh, avec le drapeau ukrainien, ça, voilà, il y a quelque chose, ça. Bright Moments aims to connect diverse crypto and DAO enthusiasts everywhere so the idea around the world in govern the DAO to meet in the real life events and central ecosystem. Ouais, ok, bon, voilà, je sais pas exactement ce que c'est, c'était le mauvais exemple. Bref, en tout cas, si n'hésitez pas à aller voir et regarder un peu à quoi ça ressemble pour vous faire une idée, quoi. Euh, si on revient, je vous mets aussi le lien de aragon.org. Aragon.org, c'est un site open source qui propose aux communs des mortels de créer une DAO. Et vous pouvez créer ici. Alors, j'ai pas essayé moi personnellement, mais vous pouvez tenter votre chance si l'aventure vous intéresse. En tout cas, le site apporte pas mal d'explications sur ce qu'est une DAO et les avantages que chacun peut en tirer.
Alors, je vais donner trois exemples ensuite qui ne sont pas justement des DAO du monde de la finance. Alors, Constitution DAO, c'est une DAO qui a été lancée, c'est plus une collecte de fonds, voilà, d'une bande de passionnés qui voulaient racheter un exemplaire de la Constitution américaine de 1776. Bon, je crois que ça n'a pas marché puisque quelqu'un a misé par-dessus leur proposition aux enchères. Mais en gros, voilà, ils ont publié ce projet en DAO, ce qui faisait que l'argent aurait forcément été utilisé pour le but euh, prévu au départ. Alors, la deuxième, c'est Assange DAO. Assange pour Julian Assange. C'est une DAO, pareil, c'est une collecte de fonds finalement, qui s'est mis en place pour financer la libération de Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dernier, j'ai mis Developer DAO for Ukraine. Ça, c'est une collecte de fonds bah, pour aider voilà, l'Ukraine à affronter la guerre. Donc, c'est une DAO qui propose des NFT à vendre. Et voilà, et en gros, en récoltant les fonds iront ensuite à une œuvre caritative pour l'Ukraine. Voilà pour les DAO. Ensuite, je vais terminer cette série sur le Web 3. Alors, quand je dis Web 3, il faut comprendre Web 3.0. Là, on en est encore au stade d'utopie, je ne vais pas être long. Donc, il faut voir où ça aboutira. Donc, si on reprend l'histoire du web, le Web 1.0, celui qui date des années 90, début 2000, c'était un peu un web qui ressemblait à une grande bibliothèque. On pouvait que consulter les sites. Il n'était pas interactif. Vers 2004, les réseaux sociaux ont ouvert le bal du web participatif. L'internaute, à partir de ce monde du web 2.0, a pu mettre de l'information en ligne sur des plateformes comme Facebook. Eh bien, Web 3 sera peut-être celui qui nous permettra de nous affranchir des géants du big data en nous permettant d'inscrire nos données dans des blockchains publiques qui ne seront pas exploitées par des intérêts privés. Des données que tout le monde possède, en fait, au final, n'ont plus de valeur, quoi. Donc, affaire à suivre. Alors, on va voir maintenant une série d'utilisations concrètes de la blockchain. Je vais faire quelques commentaires, mais ça va aller rapidement. Avant de commencer, je veux que vous réalisiez tous et toutes que des technologies autour de la blockchain vont commencer à arriver en masse dans les prochaines années, car la combinaison entre les objets connectés et le réseau 5G vont permettre à ces objets de communiquer entre eux et à inscrire toutes leurs opérations dans des blockchains. Le réseau 5G, ça a finalement assez peu d'intérêt pour nos smartphones. Si on ne stream pas du contenu en continu, on ne voit pas tant de différence à l'usage qu'avec le réseau 4G ou 4G+. Le réseau 5G va en revanche servir à des tas d'objets autonomes qui vont envoyer des données en permanence. Et ces données peuvent être sécurisées dans des blockchains et accessibles à qui veut s'en servir. Voilà, vous allez saisir dans les exemples qui suivent. Alors, on va commencer par les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, on en a déjà parlé. Je ne vais pas m'étendre davantage. Juste rappeler qu'elles permettent des échanges de transactions monétaires sans l'intermédiaire des banques. Donc, le Bitcoin a été créé en 2008. Le premier Bitcoin a été miné en 2009, le 3 janvier 2009. Donc, et aujourd'hui, il existe plus de 10 000 crypto-monnaies, selon le site ici statista.com. Ce sont des valeurs boursières, vous voyez ici, nearly over 10,000 as of 2022. Donc
Ouais, donc il existe plus de 10 000 crypto-monnaies, pardon, je me suis perdu. Donc la blockchain, ça marche. Et comme je viens de le dire, on n'en est qu'au début, hein. Donc ceux qui seraient tentés de faire fortune dans les crypto-monnaies, c'est possible. Ce sont des valeurs boursières. Il y a plein de sites dédiés. Il suffit de se créer un wallet, donc un portefeuille en anglais, et de miser. Celui qui est en général conseillé pour les débutants, c'est coinbase.com. Voilà, ce site. Alors attention, hein. Effectivement, on peut gagner très gros avec des crypto-monnaies, mais on peut aussi perdre très gros. Elles sont très volatiles, ces crypto-monnaies. Si on prend le taux du Bitcoin, il peut monter ou baisser du simple au double en très peu de temps. Voilà, on va voir ici le Bitcoin. Oui, en ce moment, il est en baisse. Bitcoin, oui, c'est réglé sur un an, on va voir. Oui, en juin, ici le 19 mai 2021, il valait 24 000 euros le Bitcoin. Et quelques mois plus tard, il en valait quasiment 60 000 le 10 novembre. Et quelques mois plus tard, hop, il était retombé à 32 000. Et aujourd'hui, ben, il est à 29 000. Donc celui qui a acheté en mai dernier et qui a revendu en novembre dernier, eh ben, c'était jackpot. Par contre, si l'inverse, celui qui a acheté en novembre dernier et qui revend aujourd'hui, il a perdu beaucoup d'argent. Euh, si on met l'évolution sur toute la durée du Bitcoin, vous voyez, donc il est parti de carrément quasiment zéro donc en 2009. Il a stagné pendant très longtemps et à partir de 2017, il a commencé quelques soubresauts et là, depuis fin 2020, début 2021, voilà, il a énormément monté, quoi. Et des montées et des descentes vertigineuses, hein. Donc pour ceux qui veulent creuser le sujet, il faut absolument se plonger dans deux sites qui s'appellent bitcoin.org et bitcointalk.org. Voilà, c'est un forum, le deuxième. Donc ils ont été mis en ligne, créés, enfin mis en ligne par les créateurs de Bitcoin. Donc au niveau de la littérature en ligne, c'est une des meilleures sources. Alors si on passe sur la distribution d'énergie, alors c'est peut-être une des révolutions à venir. Alors les smart grids, donc les réseaux électriques intelligents, assurent l'autoconsommation collective. Donc l'échange d'énergie produite localement au sein d'une communauté de producteurs et de consommateurs. Alors là, j'ai mis un site du gouvernement australien qui présente un projet bon, local, je pense que c'est dans l'est de l'Australie, je crois. Voilà, je vous invite à aller visualiser, lire si ça intéresse, enfin pour ceux d'entre eux que ça intéresse. C'est assez intéressant. En gros, les smart grids permettent d'être à la fois producteur et consommateur d'électricité et d'envoyer dans le réseau l'énergie qu'on produit et quand on est en manque, d'en reprendre. Quand l'usine du coin a besoin d'un surcroît d'énergie, elle va aller puiser dans toutes les maisons de la ville, quoi. C'est, je pense, dans les 20-30 prochaines années, le genre de réseau électrique qu'on aura. En France, par exemple, alors il y a environ 20 millions de bâtiments, hein, selon data.gouv.fr. Si chaque bâtiment produisait de l'énergie avec des panneaux solaires ou autres, peu importe, il y aurait dans tous ces bâtiments des flux entrants et des flux sortants d'énergie. Alors ce serait une infrastructure vraiment idéale pour une blockchain, quoi. Enfin, c'est une infrastructure idéale pour une blockchain. Ensuite, dans l'industrie du transport, alors je vous en ai mis deux. Alors avant d'aller voir ces sites, il y a un exemple simple qui est assez parlant dans l'industrie du transport. Par exemple, c'est dans le marché des véhicules d'occasion pour éviter la fraude. Avec une blockchain, on peut tracer l'entretien, l'historique, le registre d'immatriculation et l'interconnecter entre pays différents. Voilà, donc ce qui évite la fraude, quoi, en gros.
gros, et les magouilles des, des vendeurs peu scrupuleux. Alors, le partenariat industriel MOBI, ça a été créé, donc, a créé le premier standard blockchain d'identité de véhicule, le VID, Vehicle Identity. Donc ça, c'est l'Internet des objets. Le véhicule donc est relié à une infrastructure routière qu'on appelle V2I, V2I, Vehicle to Infrastructure. Donc c'est le genre de technologie qui permet de payer l'autoroute automatiquement, reporter les embouteillages, les accidents, les obstacles, les dégradations de chaque véhicule, qui envoie de l'information sur l'état de la route à l'endroit où il est. Une ville, par exemple, pourrait facturer les voitures pour réguler les embouteillages et taxer les émissions carbone, par exemple, pour désengorger un peu la circulation. En échange, les automobilistes peuvent être rémunérés pour partager des données de circulation. Donc le véhicule est aussi relié aux autres objets ou les autres utilisateurs. Par exemple, un automobiliste peut vendre des places libres de sa voiture, hein, du covoiturage tout simplement, géré par la blockchain. La voiture peut être louée à d'autres utilisateurs, si le propriétaire le veut. Et en échangeant des données, les véhicules entre eux peuvent communiquer. Leur vitesse, leur position GPS, leur destination, les freinages d'urgence, les changements de direction, les dépassements, etc. Se coordonner, quoi. Ce sera surtout intéressant, je pense, pour les voitures autonomes. L'autre lien que j'ai mis, c'est tradelens.com. Alors, c'est un partenariat entre IBM et le transporteur de containers Maersk. Ça, c'est en gros donc pour le transport de marchandises, le tracking de colis, d'expédition de marchandises. IBM et Maersk donc ont développé TradeLens sur la blockchain. Donc elle connecte la blockchain connecte les fabricants, les transporteurs, les douanes, les entrepôts, les grossistes, les détaillants, les clients. Bref, elle archive tous les documents d'une marchandise dans une blockchain. Vous pouvez tout savoir. Donc ça peut être très enfin, très efficace à améliorer la performance du transport de marchandises. Euh, j'ai aussi donc parlé des titres de propriété et preuves légales. Hop. Donc là, on a parlé des NFT hein, tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. La propriété intellectuelle, les brevets, tout ça, ça peut être une bonne solution pour gérer tout ce qui est immatériel, quoi. Et les actes notariés notamment. Là, c'est un site qui propose d'enregistrer les documents officiels dans la blockchain, de créer des NFT. Par exemple, votre titre de propriété d'appartement, vous pouvez le créer en NFT, ça garantit son archivage ad vitam aeternam, tant que le réseau existe. L'industrie agroalimentaire aussi. Donc là, c'est pareil, c'est IBM qui a développé ça. Donc c'est le tracking des produits alimentaires. Depuis la cueillette, la récolte, donc la traite, la préparation jusqu'au consommateur final. La blockchain permet d'afficher un certificat à chaque produit de consommation. Il retrace toute la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qu'a fait Carrefour à un moment sur ses fruits et légumes. Il le proposait. C'était un test. Donc s'il y a un lot de nourriture est contaminé, par exemple, on peut retracer l'historique et immédiatement informer toutes les personnes qui ont acheté de la nourriture qui provenait de ce lot. Alors le système, je vais vous lire, hein, le système IBM Food Trust se vante de pouvoir accélérer la chaîne d'approvisionnement, permettre une transparence totale sur le produit, optimiser la sécurité alimentaire, entraîner une production plus durable en optimisant les coûts, évaluer avec précision la durée de conservation restante, réduire les risques de fraude et d'erreur, minimiser le gaspillage. Mais bon, tout ce système peut s'appliquer aussi à d'autres industries, hein, pas que l'industrie agroalimentaire. Dans la santé, c'est intéressant aussi de voir ici le site emblima.com. Alors emblima.com, en France, on va pas trop en entendre parler parce qu'il s'agit plus, on va dire, d'un carnet de santé.
visible par les soignants qui en ont besoin. Alors en France, on a déjà le système de la carte vitale qui fonctionne bien. Mais c'est pas le cas partout. Il y a des pays qui n'ont pas ça. Dans la santé encore, alors IBM encore lui, ils sont très investis dans la blockchain. Alors là, IBM a créé un pass sanitaire euh, sous la forme d'une blockchain. Donc la France n'a pas utilisé ce système d'IBM, elle a fait propre, son propre système centralisé, un serveur central, voilà. C'est possible de le faire via une blockchain. Puerto Rico a souscrit au système d'IBM, par exemple, pour le pass sanitaire de l'épidémie de Covid-19. Le vote électronique, alors ça c'est un site suisse qui est intéressant aussi. Alors, pour ceux que ça intéresse, allez le lire. Euh, donc propose un protocole de vote électronique via la blockchain. Alors je vous lis aussi ce qu'il dit ici. Le site, c'est un code open source. Donc c'est infalsifiable par des tiers. Ça assure la transparence des résultats, l'anonymat des votants. Ça rend l'acte de vote plus commode via des appareils connectés. C'est une procédure très économique apparemment et qui évite les conflits causés par des résultats contestables. Alors en France, on n'est pas vraiment concerné car les élections sont très surveillées et on peut avoir confiance dans le système électoral français. Mais dans certains pays, la fraude électorale, c'est vraiment un problème. Donc c'est une solution apportée par la blockchain. Les documents d'identité aussi. Documents d'identité, l'avantage d'un document d'identité électronique, ça permet de révéler que les infos demandées. Voilà. Par exemple, si vous voulez rentrer dans certains endroits, on veut juste savoir si vous êtes majeur, vous bipez la carte d'identité. La nationalité, pour savoir passer certaines frontières. Bon, voilà, ça évite à ceux qui contrôlent la carte d'en savoir plus sur vous. Voilà, donc ça peut être géré par une blockchain aussi. J'ai mis aussi un site sur le streaming musical, open-music.org. Alors j'ai pas trop fouillé, je pense que c'est plus un protocole qui propose plus qu'un site comme Spotify ou Deezer ou tous les concurrents. Donc c'est voilà, imaginez s'abonner à du streaming musical dans une blockchain, ça permettrait de rémunérer équitablement les auteurs sans intermédiaire, tout simplement. Dernier exemple que j'ai pas mis sur la diapo, dans les jeux vidéo aussi. On peut utiliser la blockchain, ça s'y prête très bien. Alors pour l'instant, les studios de jeux vidéo ont proposé des tenues de personnages, des accessoires, des objets virtuels, disons, un peu cosmétiques. Et devant le peu d'intérêt de la proposition, le succès commercial a été un échec. Mais on peut imaginer hein, une plateforme, par exemple, qui permette aux joueurs de créer un personnage et que ce personnage soit une sorte d'avatar et que le joueur puisse s'en servir dans plusieurs jeux vidéo. Voilà, ça c'est une idée de blockchain qui existe, enfin d'utilisation de la blockchain dans le jeu vidéo. Ou alors dans des jeux qu'on appelle les MMO, les Massive Multiplayer Online. C'est des jeux auxquels jouent des milliers de personnes en même temps. On peut imaginer qu'il existe un objet, mais un seul, qui permette à une équipe de gagner plus de points, de ressources, bref, qui donne vraiment plus d'avantages. Et toutes les autres équipes voilà, se battraient pour entreraient en compétition pour obtenir cet objet, une sorte de course au drapeau. On peut même imaginer mixer deux idées, hein, que cet objet virtuel puisse servir dans plusieurs jeux, donc qu'il y ait des compétitions d'un jeu à l'autre. Donc voilà, ce genre d'initiative serait complètement nouvelle dans le jeu vidéo. Alors pour clore cette longue présentation de la blockchain, j'ai réuni quelques dates importantes qui permettent de se resituer dans l'histoire. Alors je vous ai mis un texte que j'ai écrit, je vous laisse mettre pause pour lire mes commentaires. Je ne vais pas vous lire ce qui est écrit à l'écran, ça présente peu d'intérêt. Vous allez voir, le Bitcoin a été inventé par Satoshi Nakamoto,
un homme qui probablement n'existe pas. C'est très mystérieux. Voilà, j'aimerais rajouter deux choses avant de finir. Premièrement, le concept de la blockchain n'a pas été inventé du jour au lendemain. Hein, comme toujours, c'est le fruit d'une accumulation d'inventions qui, réunies tout ensemble, enfantent un objet qui n'était pas prévu au départ. Et deuxième point, alors c'est un peu contre-intuitif, étant donné la spéculation dont font l'objet les crypto-monnaies et les projets autour de la blockchain. Mais l'intention de départ était plutôt anarchiste, libertaire, ou tout du moins anti-système. C'est la perte de confiance envers le système bancaire suite au crash boursier de 2008 qui est à l'origine de Bitcoin, la première blockchain. Alors, les banques à l'époque se sont permises d'investir et de diffuser des produits financiers toxiques alors qu'elles n'en avaient pas le droit. Ce sont les États et donc la population qui ont dû renflouer le système. Donc il y a eu une perte de confiance vis-à-vis des banques. Alors est-ce que Satoshi Nakamoto, le soi-disant inventeur du Bitcoin, s'est fait plumer à ce moment-là et a voulu prendre sa revanche? Ou est-ce qu'il a simplement été indigné par la situation de l'époque et ça l'a motivé? Est-ce que l'idée même de la blockchain était prête depuis longtemps et qu'on attendait la prochaine crise financière pour la lancer? Ou est-ce que un ou plusieurs cerveaux sont activés soudainement pour trouver une alternative au système? Le saura-t-on un jour? Est-ce vraiment important? Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné le goût d'en savoir plus et à bientôt peut-être.